Chers amis de EP, bonjour. La première vidéo nous avait permis de découvrir la gestion du type PRA, c'est-à-dire à transit rigide. Toutefois, nous nous étions cantonnés dans une étude assez générale. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette seconde vidéo, je vous propose d'aller au fond des choses et d'étudier le mécanisme qui permet d'assurer le pilotage des itinéraires sur des faisceaux de gare. Nous restons dans le domaine du transit rigide. Néanmoins, vous verrez qu'à l'issue de cette vidéo, vous serez en mesure de reproduire les modules permettant d'assurer la gestion des trains sur vos propres itinéraires. Avant de poursuivre, commençons toutefois par un petit rappel. Vous avez devant vous le TCO, vous y êtes maintenant habitué. Ce TCO représente la gare de passage avec ses 3 voies. Je vous rappelle que la voie la plus au sud vient de Marseille et se dirige vers Paris. La voie intermédiaire est la voie numéro 2. Elle vient de Paris et va vers Marseille. Ces 2 voies sont à sens unique. Autrement dit, à hauteur de la gare, la voie 1 ne connaît que la circulation dans le sens Marseille-Paris et inversement, la voie 2 connaît uniquement la circulation Paris-Marseille. Par contre, la voie numéro 3 autorise la circulation à double sens. Vers la gauche, la voie se dirige vers Grenoble. Vers la droite, elle se dirige vers Besançon et Strasbourg. En amont et en aval de la gare, vous avez 2 bretelles de raccordement qui permettent de relier les voies entre elles et autorisent une certaine distribution du trafic en gare. Continuons nos petits rappels et voyons maintenant comment s'organise et s'effectue la gestion en transit rigide ainsi que la gestion en transit souple. Sur le TCO que vous avez devant vous, nous avons un itinéraire tracé en jaune. C'est l'itinéraire numéro 2, ITN2, Marseille-Paris, par la voie 3 en gare. Vous voyez que le canton C101 est activé, de même que les zones de transit, à savoir Z911, Z923, Z933, Z932, Z931, Z921, Z913 et enfin Z914. Le train libérera l'itinéraire numéro 2 dès lors que l'arrière du train aura quitté la zone de transit 914 et sera entièrement entré dans le canton 103. Supposons maintenant qu'un train vienne de Paris et se dirige vers Marseille. Il se présente à l'entrée sur le canton 201 à gauche. Le canton 201 est occupé, son tracé est en rouge. Nous voyons tout de suite, d'après notre tableau de contrôle optique, que l'itinéraire qu'il va demander, autrement dit ITN3, ne peut être réalisé car il est incompatible avec ITN2 en cours d'exécution. En effet, ITN2 et ITN3 partagent en commun les zones de transit 921 et 923. Dans l'immédiat, ITN3 ne pourra pas être enclenché, le train sera mis en attente à hauteur du signal d'entrée d'itinéraire 201. Dans le mode de gestion à transit rigide, il faut attendre que le train qui parcourt l'itinéraire actif ait entièrement quitté cet itinéraire. Le TCO ici nous indique que le train Marseille-Paris a dégagé par l'arrière la zone de transit 914 sur la droite du TCO. Il est actuellement dans le canton 103. Plus aucune zone n'est commune entre l'itinéraire 2 et l'itinéraire 3. ITN3 peut donc maintenant être réalisé.
Le tracé en jaune de l'itinéraire numéro 3 nous montre donc que cet itinéraire est maintenant enclenché et qu'il est exécuté. Donc, nous avons bien ici une gestion à transit rigide. Autrement dit, il faut attendre que un itinéraire actif soit complètement détruit pour qu'un itinéraire incompatible en attente puisse être à son tour exécuté. Voyons maintenant comment s'opère la succession d'itinéraires incompatibles dans une gestion de type PRS, c'est-à-dire à transit souple. Le tableau de contrôle optique nous renseigne sur la situation de la circulation des trains actuellement en gare. Le train venant de Marseille et se dirigeant vers Paris est actuellement dans la zone de transit 913, laquelle est tracée en rouge. De même, le train venant de Paris et se dirigeant sur Marseille par la voie 2 est toujours en attente à hauteur du signal d'entrée d'itinéraire dans le canton 201. Nous observons maintenant que les segments Z921, 922 et 923 sont désormais en tracé grisé, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés par tout autre itinéraire. Et c'est le cas de l'itinéraire numéro 3 qui est en attente. Il ne reste plus maintenant qu'à tracer cet itinéraire pour permettre au train arrêté à hauteur du signal 201 de pouvoir emprunter l'itinéraire numéro 3. Le tableau de contrôle optique nous indique maintenant que l'itinéraire numéro 3 a été enclenché et qu'il est programmé. Le train en attente en C201 va donc pouvoir entrer sur cet itinéraire et se diriger ainsi vers Marseille. Nous observons donc que dans ce cas de figure, deux itinéraires pourtant réputés incompatibles entre eux peuvent parfaitement s'exécuter simultanément dans la mesure où aucun point commun entre eux ne demeure en conflit, ce qui est le cas dans la configuration actuelle. Nous observons donc que ce mode de gestion effectivement présente une plus grande souplesse puisqu'il permet d'enclencher des itinéraires même si un itinéraire réputé incompatible au départ est toujours en cours d'exécution, à la seule condition, bien entendu, et je le répète, qu'il n'existe plus de point conflictuel entre ces deux itinéraires. Ceci permet donc de gagner du temps, et ceci est très significatif, notamment dans les grandes gares, et permet ainsi d'assurer une circulation fluide des convois. Dernier petit rappel avant de passer au vif du sujet. Vous reconnaissez ici un schéma de principe, c'est celui que j'avais inséré dans la fiche numéro 3, celle intitulée chapitre numéro 3 sur les automatismes, si je ne me trompe pas. Ce schéma vous indique le fonctionnement de l'automatisme dans le cadre de EP. L'automatisme est relié à la voie ferrée en amont comme en aval. En amont, de manière à déclencher l'appel d'itinéraire, et en aval pour produire la destruction d'itinéraire. En amont, le train en approche va donc agir sur un contact R2 API, c'est-à-dire un contact d'approche et d'appel d'itinéraire. Ce contact va faire basculer le relais d'appel et d'approche d'itinéraire, et cette bascule va déclencher le fonctionnement de l'automatisme. Dès lors que l'automatisme établira que l'itinéraire est exécutable dans la mesure où il n'y a pas d'incompatibilité avec un autre itinéraire en cours, cet automatisme va donc agir sur la voie en actionnant les appareils de voie, en positionnant ces appareils de voie de manière adéquate, de façon à ce que le train puisse emprunter le bon itinéraire, et deuxièmement,
va agir sur le signal d'entrée d'itinéraire en le basculant en position ouverte. Je rappelle que ce signal d'entrée d'itinéraire est un signal de type carré, c'est-à-dire non franchissable, que ce signal est à l'état fermé en permanence et qu'il ne bascule en état ouvert, donc autorisant le passage du train, que dans la mesure où précisément il y a un train en approche. Enfin, le dernier lien entre l'automatisme et la voie est constitué par un contact REI, c'est-à-dire un contact du relais d'enclenchement d'itinéraire de l'itinéraire en sortie. Ce contact REI, vous le verrez dans un instant, fait retomber le relais d'enclenchement d'itinéraire et de ce fait même libère l'itinéraire en question. Voici donc maintenant au cœur du sujet. Vous avez devant vous le dispositif qui assure la gestion des 8 itinéraires de notre gare de passage. Ce dispositif s'articule en 3 parties. Une partie statique et 2 parties plus ou moins mobiles. La partie statique est constituée par les 8 lignes d'itinéraire qui constituent, je dirais, les 3/4 de notre dispositif. Sur chacune de ces lignes d'itinéraire, comme vous pouvez l'observer, sont positionnés des contacts de voie. Je détaillerai la nature de ces contacts et leur programmation dans un instant. Nous avons ensuite dans la partie droite des signaux. Ces signaux sont les fameux relais d'appel et d'approche d'itinéraire, ainsi que les relais d'enclenchement d'itinéraire. Ils sont constitués par des signaux de type invisible à 2 états. État voie libre ou état arrêt dans la terminologie de EP. Comme je les utilise comme relais, un peu comme des relais électromagnétiques, je parlerai plus volontiers d'état ouvert ou fermé, ou d'état au repos ou d'état excité. Ceci pour reprendre la terminologie utilisée lorsqu'il s'agit de relais de type électromagnétique. L'état ouvert ou l'état de repos est visualisé par sur votre écran par les signaux de couleur verte en position horizontale. L'état fermé ou l'état dit excité ou l'état d'arrêt est matérialisé par les signaux en position verticale de couleur rouge. Enfin, dernière partie, une partie totalement mobile, et ô combien mobile puisqu'elle circule à la vitesse de 400 km/h sur les lignes de la partie statique. Il s'agit du commutateur mobile. Ce commutateur mobile est un Schalt Auto que vous trouverez dans la bibliothèque EEP, dans le matériel roulant de EEP. Ce commutateur mobile, en fonction de son état, assure les commutations nécessaires pour le fonctionnement des itinéraires. Voyons maintenant le détail de chaque ligne d'itinéraire. Vous avez noté que chaque ligne d'itinéraire se compose de 5 segments. Vous aurez deviné que ces 5 segments correspondent à la vie de l'itinéraire, autrement dit aux phases d'appel, de vérification, d'enclenchement, d'établissement et de destruction. Donc en partant de la gauche, et prenons par exemple l'itinéraire numéro 1, en partant de la gauche, nous allons avoir d'abord le segment d'appel, puis un deuxième segment, le segment de vérification. Le troisième segment sera celui de l'enclenchement d'itinéraire. Le quatrième segment sera celui de l'établissement d'itinéraire. Et enfin, le dernier segment sera celui de la destruction d'itinéraire. S'agissant de la destruction d'itinéraire, dans le cadre du PRA, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la destruction d'itinéraire dans le mécanisme est plutôt théorique. Vous le verrez dans un instant, c'est plutôt la destruction
de la programmation du commutateur mobile, puisque, comme je vous l'ai montré dans le schéma théorique, la destruction en PRA est réalisée par l'arrière du train sortant de l'itinéraire, arrière du train qui agit sur un contact de voie et fait retomber le relais d'enclenchement d'itinéraire. Autre point que je voudrais préciser, vous voyez donc que les lignes d'itinéraire sont scindées en 5 parties, de manière à ce qu'il y ait une correspondance avec la vie des itinéraires. Ceci étant, il n'est absolument pas nécessaire de scinder ces parties. Nous aurions très bien pu concevoir les lignes d'itinéraire comme des lignes continues, sans séparation et sans connexion virtuelle. C'est d'ailleurs ce que j'utilise le plus fréquemment. Je n'ai opéré ici cette séparation, ce fractionnement des segments, que pour permettre une meilleure visibilité dans un souci plus pédagogique, dirons-nous. Mais vous pouvez très bien, encore une fois, constituer vos lignes d'itinéraire d'un seul bloc, sans rupture. La seule connexion virtuelle que vous serez obligé d'établir sera celle qui reliera le dernier segment de la dernière ligne au premier segment de la première ligne, de manière à permettre le balayage permanent par le commutateur mobile. En effet, le commutateur mobile fonctionne de façon permanente, continue. Il se déplace à la vitesse de 400 km/h de manière à permettre une très grande réactivité du mécanisme lorsqu'il y a une demande d'ouverture d'itinéraire. Ceci étant, petit conseil utile que je vous donne, lorsque vous procédez à des tests, une fois votre dispositif construit et prêt à marcher, il est toujours utile de faire marcher le commutateur mobile à une vitesse très réduite, disons à peu près 30 à 40 km/h. Alors bien entendu, le mécanisme ne sera pas très réactif et ne sera pas très rapide pour établir les itinéraires, mais vous verrez, et ça je le repréciserai tout à l'heure, que cette vitesse très réduite permet de vérifier point par point les états du commutateur mobile d'une part, et d'autre part, en cas d'erreur de programmation, permet de localiser plus facilement le lieu, l'endroit où se trouve l'erreur de programmation. Examinons maintenant dans le détail le fonctionnement de la ligne d'itinéraire et de chaque phase de la vie d'un itinéraire. Nous prendrons comme exemple la ligne d'itinéraire numéro 1, nous pourrions tout aussi bien prendre la ligne d'itinéraire numéro 2 ou la 6, peu importe. Toutes les lignes d'itinéraire, il faut le savoir, sont construites sur le même modèle. La seule chose qui varie d'une ligne à l'autre est tout simplement le positionnement des aiguilles et l'action sur le signal d'entrée d'itinéraire. Il est bien évident que d'un itinéraire à un autre, le positionnement des aiguilles n'est pas le même, toutes les aiguilles ne sont pas mises en œuvre. D'un itinéraire sur un autre, nous aurons différentes aiguilles qui fonctionneront, et de même, le signal d'entrée d'itinéraire n'est pas identique pour l'ensemble des itinéraires. Et donc les différences principales se situent donc au niveau de la phase d'établissement d'itinéraire. Pour le reste, la structuration est similaire d'une ligne d'itinéraire à une autre. Voyons maintenant comment fonctionne la phase d'appel. Alors je vous rappelle que pour cette phase-là, le train qui est en approche va agir sur un contact de voie placé à 1 km environ de l'entrée de l'itinéraire. Il va agir de manière à faire basculer le R2AP, c'est-à-dire le relais d'approche et d'appel d'itinéraire, le faire basculer à l'état fermé. La bascule à l'état fermé va permettre de détecter la présence d'un train en approche. Cette détection se fait bien sûr par le commutateur mobile. Pour cela, voyons le contact placé dans le segment d'appel. Nous voyons donc que le commutateur mobile ne peut fonctionner que s'il est à l'état neutre.
Je reviendrai ultérieurement sur les chiffres qui accompagnent cet état neutre. Ils n'ont aucune valeur fonctionnelle, vous verrez pourquoi j'utilise des chiffres, mais sachez que j'aurais pu tout aussi bien mettre neutre tout court, et ceci pour l'ensemble des lignes. Donc, je reviens à mon sujet. Le commutateur mobile est donc à l'état neutre. Nous voyons que si le relais d'approche d'itinéraire, en l'occurrence pour la ligne d'itinéraire numéro 1, si ce relais est à l'état de repos, il ne se produira rien. En revanche, si le relais a été actionné et donc s'il est en position fermée, donc signifié ici par arrêt, le commutateur mobile va basculer alors à l'état d'enclenchement. Pour l'état d'enclenchement, je fais la même remarque que pour l'état neutre. J'expliquerai là encore à la fin pourquoi j'utilise des valeurs chiffrées. L'état d'enclenchement est le seul état possible qui permettra au commutateur mobile d'agir sur les contacts en vue de positionner correctement les appareils de voie et d'ouvrir le signal d'entrée d'itinéraire. Il n'y a pas d'autre état par lequel le commutateur mobile peut agir sur les contacts placés sur sa ligne d'itinéraire. Au sortir du segment d'appel, le commutateur mobile peut présenter deux états, soit l'état neutre, soit l'état d'enclenchement. S'il est à l'état neutre, cela signifie que le relais d'appel et d'approche est au repos, qu'aucun train ne demande à entrer sur l'itinéraire numéro 1. Par conséquent, il ne se passera plus rien d'autre. Sur la ligne d'itinéraire numéro 1, le commutateur mobile continuera son chemin sans agir sur les contacts et passera ensuite sur la ligne d'itinéraire numéro 2. Par contre, si le commutateur mobile est à l'état d'enclenchement, je vous ai dit à l'instant que l'état d'enclenchement était le seul état par lequel le commutateur mobile pouvait agir sur les contacts en vue d'établir l'itinéraire. Oui, mais alors, me direz-vous, où est la vérification? Eh bien justement, elle intervient maintenant. La vérification consiste donc à s'assurer qu'il n'existe pas d'itinéraire incompatible avec l'itinéraire numéro 1 pour le cas qui nous intéresse. En l'occurrence, les itinéraires incompatibles avec le 1 sont l'itinéraire 2 et l'itinéraire 7. Nous allons donc nous assurer si effectivement les itinéraires 2 et 7 ne sont pas en cours de réalisation, l'un ou l'autre tout au moins. Pour cela, voyons le groupe de contacts situé sur le segment vérification. Déplaçons la fenêtre de manière à ce qu'elle soit bien visible. Nous observons qu'il y a 3 contacts dans ce segment. Dans la partie droite, nous observons que ces contacts sont des contacts qui relient au relais d'enclenchement d'itinéraire 111, c'est-à-dire celui de l'itinéraire 1, au relais d'enclenchement de l'itinéraire 112, celui de l'itinéraire 2, et enfin au relais d'enclenchement d'itinéraire 117, donc de l'itinéraire 7. Si un de ces relais d'enclenchement est activé, alors à ce moment-là, cela signifie que un de ces itinéraires est en cours d'exécution et donc que l'itinéraire numéro 1 ne peut pas être activé dans l'immédiat. Voyons pour cela comment le contact est programmé. Il en va de même pour les autres contacts. Alors, on va décaler, voilà. Donc nous voyons bien que pour que cette phase soit active, il faut que le contacteur mobile, le commutateur mobile, soit à l'état d'enclenchement. S'il est à l'état neutre, il ne se passera rien, il n'a besoin de rien, donc il n'est pas nécessaire qu'il sollicite les contacts placés dans le groupe de contacts vérification. Nous avons ici le contact reliant au signal 101, donc au relais d'établissement d'itinéraire ou d'enclenchement d'itinéraire 117. Nous voyons que si
l'itinéraire 117 est activé, le relais d'enclenchement d'itinéraire est bien sûr fermé, et si le relais est fermé, à ce moment-là, le commutateur mobile va basculer à l'état d'attente. Pour l'état d'attente, même observation que pour les états enclenchement et neutre, l'état est chiffré, je ne m'attarde pas dessus, j'en parlerai à la fin. Revenons donc à la situation actuelle. Donc nous voyons très bien que si un itinéraire est en cours d'exécution, dans le cas présent ce serait par exemple le 117, donc l'itinéraire numéro 7. Si l'itinéraire numéro 7 est activé et qu'un train est en train de parcourir l'itinéraire numéro 7, le commutateur mobile basculera à l'état d'attente. Vous avez vu que, en plus des itinéraires 2 et 7, il y a également un contact concernant son propre itinéraire, c'est-à-dire l'itinéraire numéro 1. Bon, vous comprendrez aisément que deux trains ne peuvent pas être simultanément sur le même itinéraire pour des raisons évidentes de sécurité. Donc à partir du moment où un train entre dans un itinéraire, il verrouille son propre itinéraire pour le cas où un train suivrait derrière et demanderait à pénétrer sur le même itinéraire. Il faudra donc que ce deuxième train attende que le train qui le précède ait quitté la zone d'itinéraire pour que le relais d'enclenchement d'itinéraire retombe et que de manière à ce que pour la seconde fois, le même itinéraire soit programmé pour le second train. Voilà, donc nous arrivons au terme de la première vidéo consacrée au PRA. Vous avez vu dans le titre en introduction qu'il s'agissait ici de la première partie. La deuxième partie est quasiment prête. Elle sera produite sur le site de EP incessamment sous peu. Quand je dis incessamment sous peu, c'est d'ici 2-3 jours, grand maximum. Donc vous pourrez avoir très rapidement, si cela vous intéresse, la suite en ce qui concerne la programmation en itinéraire PRA. Je n'ai pas voulu faire des vidéos dépassant en moyenne la trentaine de minutes pour des questions évidentes d'insertion sur YouTube. Ceci étant, avant de conclure sur cette première partie, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'étude des contacts, à savoir la dénomination que j'ai donnée aux itinéraires avec des valeurs chiffrées. En effet, ouvrons pour cela le menu itinéraire et allons dans l'éditeur d'itinéraire. Quand vous programmez un contact, vous êtes obligé d'aller chercher dans l'éditeur d'itinéraire. Il faudrait que je vais vous montrer dans un instant. Vous vous apercevez que dans l'éditeur d'itinéraire, les itinéraires sont classés en ordre alphabétique. Donc je descends un peu plus bas. Voilà, donc nous avons d'abord Besançon, Destruction, la lettre D, enclenchement E, G Grenoble, I itinéraire, ITN, N, M Marseille, N neutre, P Paris, etc., etc. Donc le classement par défaut se fait par lettre alphabétique, sauf lorsque vous placez une valeur chiffrée en début d'itinéraire. Si je prends l'exemple d'enclenchement ici, l'itinéraire est baptisé 1 enclenchement et se retrouve automatiquement en tête de mon menu déroulant. Si je programme un 2 comme par exemple ici dans attente, vous voyez que le 2 a préséance sur le A d'attente et donc le E suit le 1 d'enclenchement. Le 3 ensuite de destruction va suivre le 2 d'attente et le 4 neutre va suivre le 3 de destruction. Ceci me permet de regrouper tous mes contacts, tous mes itinéraires en tête de liste et de ne pas avoir à chercher dans le menu déroulant pour chaque contact que je vais programmer. Prenons par exemple le contact neutre. Si je dois rechercher le contact neutre dans le menu déroulant, vous voyez, je le trouve ici, en 4 neutres, mais en neutre pur, je suis obligé, voilà,
je le trouve ici noyé dans la masse des itinéraires que j'ai inscrits dans cet éditeur. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas très important. Oui, certes, mais l'expérience montre que lorsque vous avez un réseau avec une multitude d'itinéraires à programmer, et donc une multitude de contacts à programmer, ce travail devient vite fastidieux. Donc l'aspect pratique pour moi prédomine, et donc c'est pour ça que j'ai inséré en tête d'itinéraire, là il s'agit plutôt des états, en tête des états, j'ai inséré une valeur chiffrée de manière à tout regrouper en tête et à retrouver plus facilement les états dans le menu déroulant. Alors nous sommes maintenant dans la fenêtre 2D et voyons maintenant l'aspect pratique d'une utilisation chiffrée dans l'identification des itinéraires. Supposons que je veuille installer un contact véhicule sur cette voie et que je veuille le programmer à l'état destruction par exemple. Je vais donc l'ouvrir. Je vais cliquer ici sur le menu itinéraire et je vais rechercher. Voilà. Attendez. Bon, voilà, le destruction. Quand on est au 30e contact à programmer, on fatigue très vite. Bon. De même, si vous devez programmer également la deuxième fenêtre, par exemple, en fonction de la valeur d'un signal, programmer là une modification à un état alors non chiffré, par exemple l'état neutre. Donc là, vous le mettez ici. Donc vous avez programmé ce contact. Bon. Bon, là, il s'agit d'un seul contact. Bon, on peut supposer que, bon, après tout, pourquoi pas, hein, donc il n'est pas nécessaire de chiffrer. Seulement, je vous renvoie, par exemple, sur le groupe de contacts de l'itinéraire 2. Vous voyez que rien que le groupe de contacts vérification, à lui seul, contient 8 itinéraires. Et il faut donc que chaque contact soit programmé et que pour chaque contact, vous programmiez et l'itinéraire du commutateur mobile et l'itinéraire dans lequel ce commutateur doit basculer si, dans le cas présent, si le relais 116 est en position fermée. Multiplié par le nombre de contacts, multiplié par le nombre d'itinéraires, on arrive très vite, non pas à des chiffres astronomiques, mais enfin en tout cas à des chiffres très importants. Ça devient vite une opération très fastidieuse, et au cours de laquelle d'ailleurs vous risquez de commettre des erreurs de programmation, j'en parle en connaissance de cause. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé plus pratique de numéroter les itinéraires. Voyons ce que cela donne maintenant. Plutôt que de chercher destruction noyée dans la liste des itinéraires de train, je vais aller directement en début de menu déroulant, et là j'ai les menus déroulants pour les 4 phases. Et là je vois que j'ai destruction, admettons que je veuille utiliser destruction itinéraire 1, je l'ai tout de suite. C'est donc beaucoup plus rapide en exploitation pour réaliser la programmation des contacts de voie. Le deuxième chiffre, je vous le rappelle également, le deuxième chiffre, là, donc vous voyez que le premier chiffre permet de regrouper en tête de menu déroulant les itinéraires. Ils sont classés dans l'ordre numérique, en ordre croissant numérique, et non plus en ordre alphabétique croissant. La deuxième valeur chiffrée est celle de l'itinéraire, donc prenons le cas ici du menu destruction ITN7, c'est un menu qui va s'appliquer au contact sur l'itinéraire numéro 7 exclusivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour permettre une identification plus facile d'une erreur dans le cadre de la programmation d'itinéraire. Il est bien évident que si vous voyez dans la fenêtre de votre commutateur mobile qu'une erreur est commise alors que le commutateur mobile est à l'état attente ITN3, vous savez que l'erreur se situe quelque part sur la ligne d'itinéraire numéro 3. Cela permet d'avancer beaucoup plus rapidement dans la détection des erreurs
d'autant que les erreurs dans la programmation des itinéraires, de par le jeu important des contacts, entraînent inévitablement des erreurs de d'étourderie ou de mission qu'il faut ensuite corriger au fur et à mesure grâce à l'expérimentation que l'on fait. Donc l'expérimentation, la vérification que l'on fait avant de véritablement d'exploiter le réseau, doit se faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un commutateur mobile à vitesse très réduite. Je vous montrerai dans la seconde vidéo la difficulté qu'il y a à identifier une anomalie lorsque le commutateur se déplace à la vitesse de 400 km/h. Voilà, ceci étant, la première vidéo est terminée, la première partie est terminée, la deuxième va arriver incessamment sur le net, elle sera mise sur le site de EP Forum, peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas, elle est en voie d'achèvement. Bon, pour l'instant, j'ai terminé donc la vidéo numéro 1. Au départ, j'avais envisagé de faire une seule vidéo, mais visiblement, elle était beaucoup trop longue. Donc, j'ai préféré scinder en deux, de manière à n'avoir que des vidéos de l'ordre d'une trentaine de minutes pour chacune d'entre elles. Donc, vous aurez bientôt cette seconde vidéo qui vous permettra donc d'avoir, je dirais, un traité complet sur la programmation en mode PRA, et nous passerons ensuite au mode PRS, qui sera, lui, beaucoup plus intéressant dans l'exploitation d'un réseau. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à me contacter sur le site de EP Forum. Vous avez l'adresse du site sur la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à faire part de vos remarques, positives ou négatives, peu importe. Hein. Mon souci étant que les vidéos soient des vidéos de qualité et accessibles à tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément spécialiste de EP, certains sont des débutants et seront peut-être très heureux de découvrir ces vidéos de manière à pouvoir progresser dans l'utilisation de EP et pouvoir se construire des réseaux très intéressants. J'aurai l'occasion de vous montrer d'ailleurs à partir de mon propre réseau München Hauptbahnhof, c'est-à-dire Munich, gare principale. J'aurai l'occasion de vous montrer ce que peut donner un réseau de chemin de fer, d'autant plus qu'il s'agit du réseau de Munich que j'ai construit à partir de plans réels du réseau de Munich, et avec les horaires réels des trains de banlieue en tout cas, nous arrivons à partir donc d'une approche réelle à des résultats très spectaculaires, mais cela nécessite bien sûr une programmation qui soit méticuleuse et sans faille. Voilà, je vous dis donc à très bientôt, au revoir.